J'ai vu 2-3 filles s'évanouir quand elles m'ont vu. J'ai dit, mais attends, ailleurs, toi, tu sais pas t'es qui? Hein? Je suis quelqu'un. Alors je ne sais pas si je suis le seul, mais je trouve qu'il y a toujours énormément de négativité autour du succès de Aya Nakamura. Et certaines personnes vous disent que c'est les médias et ce genre de choses, mais c'est toujours général en fait. Y compris ses fans, on est toujours dans une sorte de négativité, de revanche, de combat. Et c'est comme un marronnier en fait, c'est-à-dire que ça revient à chaque fois. Et à chaque fois, c'est quasiment toujours la même histoire. Cette semaine, on l'a retrouvé aux côtés d'Alicia Keys, qui était de passage en France et qui a donc fait venir Aya Nakamura sur scène. Et en fait, vous allez m'excuser, mais la mentalité de la colonisation, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'il y avait des centaines de messages autour de ça, et c'était quasiment toujours le même message qui revenait, notamment un tweet qui a fait le buzz, et qui disait en gros, pourquoi Aya Nakamura est validée dans le monde entier, sauf dans son propre pays. Une question pour le moins curieuse, qui est même décorrélée de l'événement auquel elle est liée. Parce que Aya Nakamura vend principalement en France depuis 4 ans. C'est une des plus grosses vendeuses françaises. Elle est quasiment à plus de 3 millions de disques vendus, streamés sur le territoire français. Et que c'est aussi par rapport à ça qu'elle est exportée en fait. C'est parce que c'est l'une des meilleures vendeuses en France qu'elle est playlistée dans plusieurs autres pays. Et c'est aussi parce que c'est une des meilleures vendeuses en France que ses titres sont écoutés par plusieurs autres stars d'autres pays en fait. Donc son succès s'établit principalement sur la France. Et d'ailleurs le fait que Alicia Keys vienne en France, fasse un concert en France et fasse monter Aya Nakamura sur scène, et c'est aussi parce qu'on est en France et qu'il y a un lien véritable entre le succès qu'elle peut avoir sur le territoire français et la sympathie que les autres pays ou les autres artistes internationaux peuvent avoir pour elle. C'est d'ailleurs assez fréquent que les artistes internationaux qui passent dans certains pays fassent venir des artistes très populaires de ce pays-là, parfois dans des styles musicaux similaires pour essayer de galvaniser l'audience, faire ce genre de big up. Donc en fait, c'est toujours lié au succès que Aya Nakamura a sur le territoire français. Là, d'un coup, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Non, mais en fait, quand on parle de valider, on veut parler des médias français qui ne respectent pas Aya Nakamura alors que les médias internationaux respecteraient Aya Nakamura. » Bon, déjà, pour moi, ce n'est pas une vérité, de fait de dire que les médias internationaux respecteraient plus Aya Nakamura que les médias français. Mais même si c'était le cas, en réalité, il n'y a rien, encore une fois, de surprenant ou de fantastique à ce que deux pays ou plusieurs pays puissent avoir des analyses totalement différentes sur la musique d'un artiste ou de plusieurs artistes. C'est même la base même de l'analyse de la musique. Pourquoi? Parce que la musique, c'est bien sûr un rapport social, mais c'est aussi un rapport historique. Par exemple, en France, nous sommes d'abord dans un pays littéraire où le texte compte énormément, qui n'a absolument rien à voir avec la logique anglo-saxonne. Si vous prenez les grandes légendes de la musique française, vous revenez très souvent sur de la musique à texte. Je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Et l'analyse musicale, le regard qu'on peut avoir sur le texte dans la musique est très intéressant parce qu'il prend diverses formes selon la partie du monde où on le voit. Je vais vous prendre un exemple. Dans mon pays, il y a un genre musical qui est très populaire et très riche qui s'appelle le bikutsi. Littéralement, ça signifie frapper la terre et à la base, c'est un genre musical traditionnel qui était incarné par des femmes. Dans une société hyper patriarcale à l'époque, les femmes se réunissaient autour des feux et elles se racontaient, se transmettaient des histoires par mélodie. Il se trouve que ce genre musical s'est popularisé et c'est hyper intéressant parce que depuis quelques années, depuis environ 30 ans, les femmes se sont réappropriées ce genre musical. Elles sont devenues hyper populaires et c'est aussi devenu dans les paroles hyper explicites. Certains des textes vous feraient tomber par terre. C'est-à-dire qu'on fait passer ça à la télévision ou à la radio en France, les gens vont demander de l'eau bénite. Et dans la plupart des pays francophones, y compris les pays africains, vous demandez à vos potes ivoiriens, congolais, ils vont vous dire non mais les chanteuses camerounaises là, elles ont besoin de Jésus, Allah c'est trop. Sauf que chez elles, non seulement elles sont diffusées, non seulement elles ont du succès par rapport aux histoires qu'elles racontent et à la manière dont elles les racontent, même si parfois elles vous détaillent certaines positions sexuelles et tout. Et aussi elles reçoivent des prix. On a des légendes de Casino, Lady Pons, même moi je les croise dans la rue, je m'agenouille en fait. C'est-à-dire que ce sont
des vraies personnalités qui ont un vrai bagou musical, et même si ce bagou musical ne serait pas compris par l'ensemble de la population mondiale, même si elles peuvent être critiquées par une partie de la population de leur pays, elles font toujours un lien avec l'origine même de cette musique-là et la manière dont c'était une façon à la base de se revendiquer pour les femmes face à un certain patriarcat. Et donc pour revenir et faire le lien avec Aya Nakamura, on peut très bien toucher un certain public dans un pays sous certains codes et ne pas être compris dans plein d'autres pays. C'est la base de la musique en fait. Didi Arafat, il y a plein de hits de lui qui ne seraient pas du tout compris par un public critique américain, mais vous prenez plein de critiques en Afrique et en Côte d'Ivoire et ils vont vous dire avec beaucoup de légitimité et avec des argumentaires précis que ce sont des classiques. Donc en fait cet argumentaire de dire que effectivement d'autres pays dans le monde n'aiment pas une certaine musique ou n'apprécient pas de la même façon qu'un autre pays, ça veut tout et rien dire à la fois. Et là vous allez me dire oui mais en fait dans les exemples que tu as cités elles sont quand même appréciées dans leur pays d'origine. Sauf que par exemple Patricia Cass, ça fait quasiment 10 ans ou 15 ans qu'elle ne marche plus en France et Patricia Cass marche très bien en Russie et gagne énormément de prix en Russie et tout le monde quasiment s'en fout en France. On peut aussi parler du troisième album d'Alizée qui a raflé plein de prix au Mexique en 2007-2008 et qui a fait un flop total en France. Et il y a encore plein d'autres exemples et effectivement la réception de la musique d'un artiste, c'est logique, peut varier d'un pays à un autre et c'est salutaire parce qu'encore une fois chaque pays a son histoire, chaque pays a sa façon de consommer la musique et je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le R&B où effectivement le R&B ne fait pas du tout partie de la culture musicale française. Donc de fait ça marche beaucoup moins bien et surtout c'est assassiné au niveau de la critique dans une immense partie de la presse française et c'est aussi le but du jeu parce qu'encore une fois ce ne sont pas les mêmes codes qui sont appréciés dans cette musique là. Et donc là l'argument des critiques qui serait d'un coup plus tendre avec Aya Nakamura à l'international sur sa musique qu'en France pourrait être invalidé s'il était vrai. Parce qu'en réalité, il n'est pas vrai. La plupart des magazines qui parlent de Aya Nakamura en France l'apprécient. Pourquoi? Parce qu'elle fait aussi partie de cet attrait French Touch. C'est la chanteuse noire française qui fait danser. Vous lisez l'article sur elle qui est paru dans le Times Magazine ou plusieurs autres articles sur elle dans la presse internationale. On précise toujours ce côté presque exotisme français qui fait partie du fait qu'ils l'apprécient en fait. Ils apprécient ce côté où c'est cool, c'est fun, c'est engagé, mais on n'est pas non plus dans une espèce d'appréciation musicale qui serait complètement exempt du contexte francophone. Non, on est complètement immergé dans ce contexte-là. C'est la chanteuse française qui marche bien en France, qui est cool, qui est fun, qui bouge les barrières, qu'on accueille dans nos magazines parce que ça fait aussi hype. C'est là que d'un coup plusieurs personnes m'ont dit oui, mais il y a la misogynie noire. On pense quand même qu'en France, c'est encore plus fort que dans les autres pays. Ils sont beaucoup plus durs avec une femme noire, dark skin. Et là, je me suis dit, il y a un problème de dysmorphie sociale. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment Aya Nakamura. Et peut-être qu'ils ont du mal à comprendre le succès d'Aya Nakamura. Et j'ai plus du tout envie de faire les vidéos sur les artistes français. C'est une des dernières. Il y en aura encore 3 ou 4 bientôt. Mais j'en ferai plus beaucoup sur les artistes français. Ce serait long à expliquer dans les détails parce qu'il y a pas mal de détails. Mais je vais essayer de le résumer dans ce contexte-ci de façon succincte. Prenons quasiment tous les pays occidentaux. Prenons-les tous là. Voilà, États-Unis, Canada et tout. Prenons maintenant Aya Nakamura sur le marché français. Et vu qu'on parle de misogynie noire, ça veut dire que la haine de la femme noire, maintenant prenons quasiment tous ces marchés-là. Prenons une autre femme noire qui n'est pas lisse, parce que Aya Nakamura, c'est ce qu'elle revendique, n'est pas lisse. Elle a ce côté un peu rude, des paroles bien à elle, parfois de l'argot et ce genre de choses. Et maintenant que vous avez pris Aya Nakamura sous cette forme-là, regardons le succès de Aya Nakamura entre 2018 et 2020. Ça veut dire que Aya Nakamura, quand on prend les chiffres, est une des meilleures vendeuses en France. Elle vend plus de 600 000 exemplaires de son album Nakamura. Sur cette période-là, ça en fait une des pop stars majeures en France. Nous sommes tous d'accord. Et maintenant, donc, je vais vous demander de faire exactement la même chose ou d'imaginer exactement la même chose sur d'autres pays occidentaux avec exactement le même genre de femme. C'est-à-dire que prenez une femme noire aux États-Unis, par exemple, dark skin, qui ne serait pas lisse du tout et qui ferait exactement le même truc de Aya Nakamura au niveau américain. C'est-à-dire qu'elle serait très sexy, un peu d'argot, elle twerkerait. Et là, elle vendrait donc sur sa période à elle
plus que Dua Lipa ou encore Ariana Grande. Maintenant que vous êtes représenté ça, dites-moi si vous pensez que cette femme-là, aux États-Unis, aura exactement les mêmes genres de critiques très cool des magazines hype américains. Parce que m'expliquer que la misogynie noire serait plus forte en France que dans plusieurs autres pays européens ou alors asiatiques, c'est complètement farfelu. Aya Nakamura, par exemple, a cartonné avec Copine dans plusieurs pays d'Asie, donc ils ont bien aimé Aya Nakamura, ils lui ont fait des articles sympathiques. Et vous allez me dire que donc du coup, en Asie et en Indonésie, ils sont plus accueillants avec les femmes noires parce qu'ils ont fait de super articles sur Aya Nakamura? Ça n'a aucun sens en fait. C'est bien sûr beaucoup plus cool pour eux d'accueillir Aya Nakamura sur ce côté French Touch qu'effectivement d'avoir le même cas chez eux sous la même forme. Parce que s'ils avaient exactement le même cas chez eux sous la même forme, les critiques seraient totalement séparées. Imaginez en Indonésie une femme noire qui sera en mode cool, sexy et qui surtout d'un coup, parce que c'est bien la position particulière d'Aya Nakamura, vendrait sur cette période-là mieux que les pop stars indonésiennes plus classiques dans un format plus rond. Bah d'un coup, vous verriez que la misogynie noire dont vous parlez et que vous semblez voir plus forte en France et que je ne nie absolument pas en France. C'est pas ce que je vous dis, c'est pas ce que je vous dis. Mais quand vous me dites qu'effectivement c'est plus fort de l'autre côté, ce n'est absolument pas vrai. C'est une sorte de dysmorphie de la réalité qui cache ce besoin d'être aimé par le critique musical du 16e. Parce qu'effectivement, je suis pas ici en train de vous dire que Aya Nakamura ne subit pas des choses sur son statut de femme noire, loin de là. Je suis en train de dire que on focalise tellement dessus qu'on en oublie ses accomplissements et qu'en fait on fait en sorte que ces accomplissements soient dépendants de la personne qui la critique ou alors du mec qui a écrit un article dans le Figaro, comme si sa validation à lui comptait plus que tout ce que Aya Nakamura semble avoir accompli. Et c'est pour ça que je parle effectivement de dysmorphie, c'est-à-dire que chaque fois que cette fille accomplit quelque chose, on va nous rappeler, et ça m'a fasciné, quelqu'un m'a carrément dit « Oui mais Mathieu Delormeau a dit... » Pour qui elle se prend? Pas du tout. C'est des Madonna de banlieue, ça. Elle se prend pour Madonna, ça va. C'est-à-dire que, et c'est ça que j'appelle la mentalité du colonisé, il y a des gens qui passent toute leur journée à vouloir que Pascal Pro, s'il te plaît, dis-nous que tu aimes Aya Nakamura. Elisabeth Lévy, est-ce que tu aimes un peu Aya Nakamura? C'est-à-dire qu'ils passent toute leur journée à vouloir que leur maître esclavagiste leur dise que Aya Nakamura c'est bien. Comme ça, quand leur maître va leur dire que Aya Nakamura c'est bien, ils vont y voir du bien. C'est un emprisonnement mental qui n'a absolument aucune limite. En réalité, ils vont vous chercher à chaque fois des justifications qui peuvent même se contredire parce que la dernière fois, Pomme a fait une sortie. La sortie de Pomme, elle a dit qu'en gros, elle ne méritait pas sa victoire de la musique parce que Aya Nakamura vendait des millions de disques dans le monde. Elle vend des millions d'albums dans le monde entier. J'ai répondu à ça en disant, si Pomme estime que Aya Nakamura méritait la victoire de la musique à sa place, elle n'aurait pas dû dire que Aya Nakamura a vendu des millions de disques dans le monde parce que ce n'est absolument pas le débat. Les victoires de la musique étant centrées sur la musique, elle aurait dû dire « J'estime que mon album à moi est moins bien que l'album de Aya Nakamura et je pense vraiment qu'aucun critique musical en France ou partout dans le monde n'aurait pu penser que mon album est meilleur que le sien. » Et moi, je lui aurais répondu clairement non parce que quand j'ai écouté son album, je le trouve très bien écrit, très mélodique et je comprends effectivement pourquoi pour un jury qui globalement, quand vous voyez le panel des victoires de la musique, juge de la musique franco-française, Pomme avec cet album là passe beaucoup mieux que le troisième album Aya de Aya Nakamura. Et d'un coup, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me dire que oui mais Aya Nakamura vend mieux que Pomme, tu es un traître, tu ne soutiens pas la sœur Aya Nakamura, ce qui est totalement faux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut pouvoir miser sur le long terme. Passer ses journées à pleurnicher pour que quelqu'un qui écoute Clara Luchini, Indochine, Benabar et ce genre d'artistes comprenne Aya Nakamura exactement comme vous la comprenez dans un pays où la musique est d'abord basée sur le texte, même si ça tend à évoluer. La musique reste quand même pour une grosse partie liée au texte. En fait, il faut pouvoir se structurer pour intégrer peut-être les jurys des victoires de la musique, pour défendre vous-même la musique
musique que vous aimez pour pouvoir défendre Aya Nakamura sur la musique. Pourquoi? Parce que si vous défendez sur la musique, c'est quelque chose auquel je crois profondément et qui a parcouru tout ce que j'ai fait depuis 15 ans. C'est comme un relais en fait. Vous allez dire que c'est ça la musique de Aya Nakamura, c'est comme ça que ça se structure. Elle a fait tel ou tel genre de bébé, s'est inspiré de ça, s'est inspiré de telle autre chose. Et en construisant vous-même cet écosystème, vous n'allez pas toujours avoir besoin de l'approbation de quelqu'un qui ne comprend même pas les bases de cette musique en fait. Oh, je ne comprends pas. Vous n'allez pas passer votre temps à jouer les petits colonisés et à chaque fois que vous avez même une victoire ou alors quelque chose qui vous fait plaisir, vous vous rappelez quand même que quelqu'un là-bas n'a pas aimé. Et c'est pour ça que je trouve que le succès de Aya Nakamura est toujours empreint d'une sorte de négativité, c'est-à-dire qu'on ne célèbre jamais rien. On apprend toujours pour pouvoir revendiquer quelque chose, et quand on est toujours dans la position de victime, même quand on gagne par rapport aux chiffres, comme elle a gagné pendant 2-3 ans, et qu'on se met toujours dans une position où en fait on ne construit rien nous-mêmes et on demande toujours à l'autre de nous comprendre, en fait je vais vous faire une breaking news. Votre tonton Colon là, que vous voulez absolument qu'il vous comprenne à 100%, ne vous comprendra jamais. Peut-être que l'an prochain, Aya Nakamura va sortir un album, ils vont se dire bon, il nous fatigue là sur internet, ils vont lui donner un prix. Et vous serez content et vous allez peut-être maintenant demander à Mathieu Delormeau d'aller lui embrasser les pieds. Peut-être que là, voilà, vous vous direz peut-être que ça va peut-être vous mettre du baume au cœur. Mais vous n'aurez rien construit. Et c'est pour ça que je dis qu'au lieu de se focaliser sur le fait de dire que pitié, pitié, aidez-nous, commencez à vous demander comment est-ce que, avec tout le succès que la musique urbaine a, tout le succès que Aya Nakamura a, quels sont les codes de cette musique-là en fait? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Est-ce que justement c'est toujours quelqu'un du 17e ou alors quelqu'un qui n'a jamais compris le zouk ou le hip-hop qui doit donner son avis sur ce genre de musique? Est-ce que son avis est absolument nécessaire? Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir une victoire de la musique, et d'ailleurs moi je tiens à vous dire très clairement, je veux que ces gens-là continuent à défendre leur musique exactement comme ils le font actuellement. S'ils aiment pas les textes mal écrits, s'ils aiment pas Niska, moi j'écoute Niska quand je vais à la salle de sport. Si quelqu'un me dit que moi je trouve que Niska c'est super mal écrit, je lui mettrai 0. Si je dois noter un de ses albums, il ne passera jamais aucun step avec moi. Je respecterai toujours l'avis de cette personne-là, parce qu'en plus la plupart d'entre vous, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire que vous voulez que certains artistes urbains gagnent, vous n'écoutez jamais les albums de variété française. Il y a quelqu'un qui a eu l'audace de me dire oui mais en fait, oui c'est vrai que Aya Nakamura gagne, c'est vrai qu'elle est appréciée par une grande partie du public en France, mais il y a une autre partie de la France qui ne l'aime pas. Pareil, en fait, moi, j'aime pas du tout Benabar. Il a cartonné, il a vendu je sais pas combien d'albums. Et je tiens à vous dire que si Benabar voulait que ce soit moi qui lui dise ce que je pense de sa musique pour pouvoir parfaire, pour pouvoir être accompli dans son succès, franchement, il aurait arrêté la musique. Oh, Aya Nakamura n'est pas validée par la France. La France, c'est Mathieu Delormeau. Donnez-vous un peu de valeur en fait. Je pense que j'ai détesté à peu près chaque mot de ce que tu dis. Vous êtes quoi en France? Soyez digne quoi. Ce truc de la pleurniche, de ne pas se structurer, de ne voir le prisme que par rapport au mainstream, ça n'a aucun, je dis bien, aucune logique d'avenir en fait. La musique, l'art de façon générale vit parce qu'il est critiqué. Et je sais que ça c'est un autre débat qui a justement été hérité de la mentalité française où on ne critique pas l'art. Mais il faut savoir que le tout se vaut quand il n'y a absolument rien où on peut juger ce qui est bien, ce qui est consistant ou pas. Ça tue une culture. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous demandez toujours au mainstream de vous juger, parce qu'il n'y a pas de code structurel dans la musique urbaine. Si vous faites une cérémonie, vous mettez Aya Nakamura, Modelka, Ronisia, Linda Mayem et Jiménez. Quels sont les critères sur lesquels vous jugerez leurs albums en fait? C'est-à-dire que si on enlève les ventes, comment vous allez juger les différents albums? Ça c'est hyper important, parce que c'est ça sur le long terme qui va vous permettre de ne pas dépendre toujours de l'avis du mainstream. Et quand vous ne dépendez pas de l'avis du mainstream, vous vous en émancipez. Et ça, c'est l'une des choses principales qui m'a passionné dans l'industrie du disque américaine. C'est que toujours, on demande au mainstream de nous écouter. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur les Grammy. On veut que le mainstream nous comprenne. Mais de l'autre côté, prenons par exemple le cas de Jasmine Sullivan. Elle a fait ses classes au Grammy Award récemment et elle a gagné 2 Grammy Awards dans les catégories R&B. Donc les gars du R&B au Grammy lui ont dit on a quand même compris ton message. Sauf que au Soul Train et au BET Award, Jasmine Sullivan a gagné Album of the Year. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les Afro-Américains sont structurés de telle sorte que, effectivement, bon, le mainstream ne va peut-être pas te donner la même exposition. Mais nous, selon nos codes,
parce que Jasmine Sullivan a bien vendu, mais elle n'a pas vendu de ouf. Mais selon nos codes, on estime que ton album là, il est exceptionnel. Et on te récompense et on est fiers de toi. Cette semaine, par exemple, il y avait les Black Music Honor. Et ils ont récompensé Keri Hilson, c'est-à-dire que des artistes sont venus sur scène. Keri Hilson a 2 albums sortis en 2009 et 2010. Depuis, elle a quasiment rien fait. Et il y a une vidéo, j'explique pourquoi elle n'a rien fait. Mais elle était assise là sur scène. Mais des filles sont montées sur scène pour chanter ses chansons et lui rendre hommage. Ils aiment que le mainstream les reconnaisse. Ils revendiquent que le mainstream les reconnaisse. Mais ils ne dépendent pas du mainstream pour se structurer une culture et une identité. Et en France, le souci, c'est qu'on aime les problèmes de la surface. C'est-à-dire qu'on veut rester là au-dessus. On ne se demande pas ce qui va se passer dans 20 ans, dans 15 ans. On n'essaie pas de comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Comment se projeter. Pourquoi est-ce qu'on va en plus? Et on est quasiment au même point. Et l'histoire française et l'histoire du racisme en France a structuré la presse de telle sorte que dans la presse de gauche, on ne dit jamais rien de mal sur un album. Tous les artistes de la musique urbaine là sont absolument parfaits. Dans la presse de droite, quelquefois on vient dire quelque chose sur la musique urbaine, mais toujours très souvent avec des termes orduriers, violents, parce que effectivement il y a souvent ces relents de racisme là qui sont effectivement repris dans le cas de Aya Nakamura pour montrer cet éventail de misogynie noire en France que je ne nie pas. Et dans la zone plus ou moins urbaine, il est interdit aussi de critiquer, de débattre sur les albums. Pourquoi? Parce qu'on va te dire que non, mais en fait, tu es jaloux du succès que j'ai sur le mainstream ou ce genre de choses. Tout est toujours fait par rapport à ce référentiel-là. Si tu n'aimes pas, par exemple, une chanson de Aya Nakamura pour quelqu'un ou même de Niska, on va t'expliquer que c'est parce que tu es comme Mathieu Delormeau, ce genre de choses. C'est-à-dire que la peur de l'appréciation du maître de certains possède jusqu'à leur esprit critique. Et pour moi, c'est la pire des choses parce qu'une culture, ça se débat. Parfois, vous écoutez les émissions américaines, ils sont mais d'une violence sans pareil avec des albums de Kanye West, de The Game. Ils disent... Voilà, des trucs des fois avec lesquels je suis absolument pas d'accord. 2 mois après, l'artiste passe, l'artiste a écouté la chronique, il se défend et ce genre de choses. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est méchant. C'est sur ça que vit une culture en fait. Sur le fait d'échanger, de débattre et effectivement de pouvoir évoluer, de pouvoir se structurer. En France, on est toujours dans les espèces de petits arrangements là. Là en ce moment, on est content parce que SCH et Pomme ont dit qu'ils ne méritaient pas tout à fait leur prix. Et je n'ai absolument rien contre SCH et Pomme. Mais pendant que vous les félicitez de ne pas mériter leur prix, ils en auront 5 ou 6 d'ici 10 ans, j'imagine. Et quand ils auront plein de prix, on oubliera qu'ils s'étaient excusés d'avoir des prix parce que Aya Nakamura, je ne sais pas quel autre rappeur, a gagné en fait. Et d'ailleurs, à chaque fois, on me dit pourquoi est-ce que par rapport à SCH, ce n'est pas Nino qui a gagné. Et la question que j'ai posée la dernière fois, c'est de savoir pourquoi plus Nino que Dinos en fait. Parce que Dinos, il a fait un très bon album. Pourquoi est-ce que vous ne défendez peut-être pas aussi l'album de Dinos sur le fait que c'est un album bien écrit qui aurait pu concourir aux victoires de la musique? Et pourquoi est-ce que vous associez toujours les ventes dans ce brouhaha que finalement, y compris les victoires de la musique ne comprennent pas, mais y compris aussi vous-même? Qu'est-ce qu'on défend au final? Si Aya Nakamura, par exemple, que vous aimez tant ne vend plus dans 2 ans, pour vous, elle ne méritera plus de victoire de la musique? Bref, je pense que je me suis fait suffisamment d'ennemis comme ça en une seule vidéo. Je m'étais promis de ne plus trop parler d'artistes français. D'ailleurs, vous avez dû le voir, il y en a quasiment plus. Je trouve que ce serait long à vous expliquer, mais c'est hyper toxique pour plein de raisons. Les gens ne sont pas honnêtes, voilà. Mais c'est pas très grave. Mais il va y avoir 3 ou 4 vidéos sur certains artistes qui vont arriver là. Mais je m'étais promis de réduire effectivement les artistes français et il y en a quasiment plus depuis très longtemps. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que même si elle n'est pas comprise par tout le monde, j'espère que certaines personnes qui ont 20 ans ou peut-être 18 ans aujourd'hui qui tombent dessus pourront penser les choses différemment pour que dans 10 ans ça se fasse beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je pense que les gens ne comprennent pas qu'on vit la même chose qu'il y a 10 ans et qu'on vivait déjà il y a 20 ans en fait, parce que les schémas sont les mêmes, les réflexions sont les mêmes et qu'on ne trouve pas de solution dans cette espèce d'esprit dans lequel on est enfermé. Et Aya Nakamura, je lui souhaite de profiter au maximum de son succès. Et en vrai, j'ai toujours trouvé qu'il y aurait plein de choses à dire, à décortiquer sur cette partie-là. Dans la manière dont c'est écrit, très imagé, enfin, dans le style qu'elle a établi en fait. Mais je veux que la vidéo soit très courte, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais que finalement, elle fait une musique qui est fun, dynamique,
cool pour une partie de la population et c'est tout à fait logique au-delà des arguments racistes qu'une autre partie ne l'apprécie pas. Ça c'est normal, enfin ça a toujours existé et ça existera toujours sur d'autres formes dans la musique. Ça c'est logique. La critique de la musique plus ou moins cool, festive et ce genre de choses, ça viendra et ça viendra toujours. Mais c'est ce côté sans prétention, ce côté fun qui lui permettait et qui lui permet de rassembler une très large partie de la population qui la soutient aussi effectivement en France. Et l'une des choses que je vois dans le fait d'en faire parfois une sorte de boomerang social, parce que effectivement tout le monde me parle de misogynie noire, mais je trouve que la pression qui est mise sur Aya Nakamura sur chaque chose qu'elle fait, c'est aussi que beaucoup de gens qui la mettent en étendard se servent d'elle comme une sorte de rempart social. C'est-à-dire qu'elle représente une sorte de frustration pour beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc on la met en avant et à chaque fois on essaie de rappeler qu'elle a subi ça, ou alors on essaie de la faire valider par d'autres personnes. Chose qui me paraît dans un sens assez dommageable parce que c'est lutter contre quelque chose que vous avez déjà gagné. Et jouer à ce jeu-là où vous voudriez peut-être rendre l'écoute d'Aya Nakamura dans un argumentaire militant, c'est un jeu à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut très bien passer, ça peut très bien marcher dans cette vague woke dans laquelle nous sommes, mais ça peut aussi, dans l'autre sens, peut-être dénaturer ce qui faisait partie du succès même de sa musique, à savoir que c'est fun, c'est léger, on s'amuse, on ne se prend pas la tête. Et c'était exactement sur cet argumentaire-là qu'elle rassemblait. Et d'ailleurs, ça s'est vu aux baisses des ventes de Aya quand l'album est sorti, parce que beaucoup de gens étaient déçus qu'il y ait trop de chansons d'amour dans l'album et qu'il soit de fait plus doux. Parce que quand vous avez gagné sur le plan principal et qu'on réussit plus ou moins à vous faire croire que vous avez perdu sur un plan plus secondaire, c'est là qu'on commence, à mon humble avis, à faire des bêtises. Et donc, merci de m'avoir écouté sur cette petite analyse qui était censée durer 10 minutes, mais je sais que me connaissant, elle a duré beaucoup plus. Je suis un peu frustré de ne pas avoir élargi encore certains points. Notamment sur le mot misogynoir, parce qu'il commence à être utilisé un peu comme une carte joker. Mais si on repart même sur l'analyse de la réception des femmes noires dans la musique en France, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Mais ce sera peut-être pour un autre épisode. Elle se la pète, elle se prend pour une quinrie. Et les gens, éclatés. Du Ryan B. Et ils étaient soutenus. Ils étaient grave soutenus par leur communauté. Et c'est comme ça qu'on a disparu à un moment donné. N'hésitez pas donc à me donner vos avis sur ce que j'ai dit, sur mon analyse, parce que je pense que chacun a un avis sur Aya Nakamura. Donc dites-moi ce que vous en pensez de l'écosystème. Et encore une fois, j'essaie juste de me projeter sur le fait de se dire qu'est-ce que ça en sera dans 10 ans sur la musique, sur la structure de cet écosystème des musiques noires qu'on entend défendre en France. Souvent je vois des débats que je ne partage pas sur le mot urbain et ça me semble fantastique parce que là c'est une reprise d'un débat américain où justement il y a déjà une structure. Et justement c'était intéressant de voir ce mimétisme là. Et alors que quand Jacob Desvarieux s'était plaint du départ des catégories musique du monde aux victoires de la musique que j'avais relayé, très peu de médias et très peu des personnes qui s'inquiètent aujourd'hui de la place des artistes noirs dans ces cérémonies là l'avaient relayé. Or c'est là le point du problème en fait. Vous voulez être victoire de la musique et aussi des gens qui comprennent vos musiques pour voter, pour mieux vous placer dans ces cérémonies là. Moi personnellement, vous avez compris, je m'en fous en fait. Je pense vraiment que ça arrive, tant mieux, ça n'arrive pas, tant pis. D'ailleurs, j'ai expliqué aux gens que Iseult a gagné parce que elle est beaucoup plus dans ses textes, dans sa musique, variété, et donc plus compréhensible, plus accessible à un public d'amateurs de musique française que Aya Nakamura, et ça ne me choque en soi pas du tout. Donc en fait, soit effectivement on se bat pour qu'il y ait plus de gens qui comprennent les musiques urbaines et tout, victoire de la musique, et on se dit que on pourrait gagner une fois et ne pas gagner la prochaine. Et même en faisant ça, il y aura toujours ce problème de structure intramuros de la musique urbaine en France. C'est-à-dire que quand on aura retiré le fait que TF1 est raciste, le Figaro, ils sont racistes et ce genre de choses, quels sont les critères pour définir, pour juger, pour structurer les chansons quand tout ce beau monde-là n'est plus là? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez bien sûr pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.